Bonsoir, merci à tous de nous rejoindre sur France 3 Normandie après la diffusion de ce très beau documentaire « Les femmes du rond-point » signé de la documentariste Anne Gainsburger. Un documentaire qui souligne l'engagement des femmes dans ce mouvement des Gilets jaunes, un mouvement de contestation inédit qui a éclaté à l'automne 2018. Un an après, peut-on dire qu'il y a eu un avant et un après Gilets jaunes? Est-ce un tournant dans l'histoire des luttes populaires? Et comment ce mouvement a-t-il marqué notre région, la Normandie? Nous allons en discuter ce soir avec nos invités. Avec nous, l'une des femmes du rond-point de la Jarretière, Stéphanie Leprince. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également une autre figure emblématique des Gilets jaunes, Chloé Tessier. Bonsoir. Vous avez toujours été en première ligne dans les manifestations à Caen. À vos côtés, deux élus dont l'action politique a été impactée, si ce n'est bousculée, par les Gilets jaunes. Anne-Marie Cousin, conseillère régionale et présidente de l'Association des maires de la Manche. Bonsoir, Madame Cousin. Bertrand Sor, bonsoir. Vous êtes député La République En Marche du même département. Et Michel Collin, bonsoir, président de la CCI en Normandie. Et vous reviendrez sur les conséquences économiques de ce mouvement. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Je salue également la présence de notre dessinateur de presse, Emmanuel Chenu. Stéphanie Leprince, le documentaire s'attache à votre histoire, une histoire emblématique de la France d'aujourd'hui, celle d'une femme seule avec ses enfants, une femme qui touche un salaire mais qui ne s'en sort pas. Est-ce que votre situation s'est améliorée depuis le tournage? Améliorée, alors financièrement non, ça c'est sûr, mais par contre améliorée intérieurement oui, parce que ça m'a énormément bouleversée. Depuis le 17 novembre. On voit que vous habitez chez vos parents dans le documentaire. Est-ce que ça a changé? Pour l'instant encore, mais ça devrait être... Enfin, mon départ devrait être imminent dans quelques mois. Donc j'ai des projets et j'ai réussi à me reconstruire. Et voilà, j'ai des projets avec mon ami qu'on voit à travers le film, d'ailleurs, le documentaire. Et oui, donc j'ai eu une évolution oui, intérieure, en fait, parce que quand on a démarré le 17 novembre, pour moi, c'était une journée. Et puis au fil des semaines, en fait, on a eu... les gens m'ont un petit peu proposé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va en reparler de cette journée du 17 novembre. Chloé Tessier, on vous a entreaperçu également dans le documentaire. Vous, contrairement à Stéphanie, vous manifestez toujours en tant que gilet jaune. Toujours, et dans les semaines à venir encore, hélas. Vous affichez même votre gilet jaune sur votre CV, vous m'avez dit. Oui, j'en suis fière parce que c'est un combat, c'est une lutte qui est légitime. Et c'est dommage qu'en France, on soit obligé de lutter un an et ne toujours pas être entendu et avoir toujours pour seule réponse plus de répression et de mépris. Et nous continuerons à lutter s'il le faut. Gilet jaune avec lequel vous êtes venu. Pour qu'on vous connaisse mieux, vous avez 29 ans, vous êtes professeur d'éducation, d'équitation, donc vous avez un travail. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous donne cette âme de militante? Depuis toujours, j'ai milité pour le CPE avant, pour la réforme des lycées. Je ne supporte pas les injustices et je vois à l'heure actuelle toujours plus d'injustices, que ce soit dans mon propre quotidien ou dans le quotidien des gens que je côtoie. De voir qu'il y a de plus en plus de gens à la rue, de plus en plus de personnes précaires, de voir qu'aujourd'hui on peut travailler et vivre dans sa voiture ou se retrouver à la rue, ce n'est pas normal. Et du coup, j'ai ressenti le besoin, une urgence, comme vous avez pu le dire à l'entrée, de lutter, parce qu'on ne peut pas considérer que ce soit normal à l'heure actuelle de vivre dans de telles conditions. Alors, la réalisatrice Anne Gainsburger a passé plusieurs mois auprès de vous, Stéphanie, et des autres femmes du rond-point de la Jarretière. Écoutez ce qu'elle retient de ces rencontres. Moi, ce que je retiens principalement, c'est l'émotion d'avoir vu des gens se relever, des femmes se relever. C'est-à-dire que l'occasion que je leur ai donnée de partager leur vie, de prendre la parole et de les suivre comme ça tout au long de ces mois où elles se sont beaucoup interrogées. Je vais sur les ronds-points, je n'y vais plus. Comment je jongle entre ma vie professionnelle ou ma recherche d'emploi et mes enfants et cet engagement collectif. Et puis les nouvelles copines que je rencontre parce qu'il y a un mouvement vraiment féminin et non pas féministe dans ce collectif. Moi, ce qui m'a frappée et l'émotion qui a été la mienne, c'est de les voir se relever et de se dire « mais oui, j'existe ». Alors j'existe en prenant la parole sur les ronds-points ou dans la rue, mais j'existe aussi en prenant la parole au travers d'un film qui va inscrire ce moment de ma vie sur la pellicule.
Un moment de leur vie inscrit sur la pellicule et dans l'histoire des grands mouvements sociaux. Retour tout de suite sur ce 17 novembre 2018, date à laquelle a eu lieu la première grande mobilisation des Gilets jaunes, avec des blocages de ronds-points et de péages d'autoroutes. Les appels à manifester avaient été lancés par des anonymes sur les réseaux sociaux, en dehors des partis politiques et des syndicats. C'est la hausse annoncée de la taxe carbone dans le prix du carburant qui avait été la goutte de trop. Ils sont arrivés au compte-gouttes sur le pont de Normandie, se retrouvant nez à nez avec de nombreuses forces de l'ordre. Peu à peu, les Gilets jaunes ont organisé leur barrage filtrant, ralentissant un trafic particulièrement tranquille. Une ambiance de kermesse devant le péage de Dozulé. Des voitures et des camions, mais aussi beaucoup de motos concentrées devant les barrières. 1 millier de bloqueurs au moins dans le sens Caen-Paris, sans doute autant de l'autre côté en provenance de Rouen. Sur la file de droite, les véhicules passent au compte-gouttes. Pour eux, le péage est gratuit. Côté Gilets jaunes, ce samedi marque le coup d'envoi d'un profond mouvement de lassitude générale. J'attendais que quelqu'un ait le déclic, ce qui se passe, de dire on descend. Bon, je l'ai vu sur Facebook, sur un site. Quand j'ai vu ça, je me suis dit j'adhère. Ils ont enfilé leurs gilets jaunes, ils se sont rassemblés ici à Saint-Maurice-les-Charençais. C'est une petite commune de 500 habitants située dans l'Orne et à la frontière de l'Eure. Alors pourquoi ici ? Parce que Saint-Maurice-les-Charençais, c'est sur l'axe de la RN12, l'axe historique qui relie une partie de la Normandie à Paris. Vous êtes là jusqu'à ce soir ? Normalement, on est là jusqu'à ce soir. On va tenir. Et c'est que le début d'une lutte prolongée. Donc voilà. Merci Stéphanie. Puis je rappelle qu'il y a d'autres manifestations ici dans l'Orne, à Flers, à Argentan et aussi à Alençon, où tous les axes autour de la ville sont bloqués. Et oui, ce n'était que le début de longs mois de mobilisation. Stéphanie, dans ce petit village de Saint-Maurice-les-Charençais, près de Mortagne-au-Perche, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à manifester pour la première fois ? Je regardais les vidéos en fait sur Facebook beaucoup, les nouvelles qui s'annonçaient avec la hausse des taxes de carburant, hausse de CSG, et puis les hausses en général. Hein. Et je me suis réveillée un matin, je suis descendue, j'étais voir mes parents, j'ai dit je crois que je vais organiser un blocage dans la région. Et voilà. Dans le documentaire d'Anne Gainsbourg, vous dites qu'il faut vraiment mettre l'accent sur la campagne. Mais oui, parce que nous, on est isolés, quoi. On disait que le monde rural oublié, on avait des slogans qu'on avait fait sur le monde rural oublié, c'est ça. Hein. On est complètement, on va dire, écarté un petit peu de souvent les décisions qui sont... On l'a vu par exemple à La Haye-du-Puy, là on voit les images. Donc La Haye-du-Puy, un bourg bloqué, un cortège funèbre d'agriculteurs, plusieurs centaines de personnes mobilisées, du jamais vu pour une commune de 2000 habitants. Même le projet d'éolienne n'avait pas autant mobilisé. Anne-Marie Cousin, le gouvernement a fait une erreur en s'attaquant à la voiture, symbole de la mobilité. Écoutez, dans nos territoires ruraux, environ 89% des habitants n'ont que la voiture comme moyen de locomotion. C'est peut-être ce qui fait que ça a pris d'abord dans les territoires ruraux ce type de mouvement inédit, certainement. Chloé Tessier, vous aviez écrit un billet d'humeur relayé sur la page Facebook des automobilistes de Normandie en colère, une page créée en octobre 2018. Vous avez écrit dans ce billet, donc le gouvernement, sont déconnectés de la vraie vie et de l'impact de leurs lois sur notre quotidien. Alors oui, je suis en colère. Et là, vous listez tout ce qui ne va pas et la liste est très très longue. Hein. Il y a un réel décalage, en fait. Ils ne se rendent pas compte que l'essence, pour c'est quelques centimes, mais quelques centimes quand on fait 30, 40, 50, voire 100 km par jour, parce que oui, on est à la campagne et que les enfants sont dans la ville d'à côté, qui vont faire du sport dans la ville qui est encore plus loin, qu'il faut aller faire ses courses. Ils ne se rendent pas compte que c'est un réel budget, c'est une réelle influence. Les 80 km/h au lieu des 90, nous aussi, pour les transports à la campagne, c'est une réelle influence sur notre quotidien. On perd 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, ou on se prend une amende ou des points en moins. Si on perd le permis à la campagne, on est complètement bloqué et paralysé. Donc il y a une réelle déconnexion, et même par rapport au quotidien, au pouvoir d'achat. Oui, 5 € d'APL, c'est important. Oui, 2 centimes sur le litre, c'est important. On en est aujourd'hui à compter chaque centime. Donc oui, la moindre hausse a un impact au quotidien sur nous. Et ça, pour vous, le gouvernement ne l'avait pas compris, Bertrand Sor? Je crois qu'effectivement, comme le dit Anne-Marie Cousin tout à l'heure, la vie dans les territoires ruraux est différente de la vie dans les territoires urbains. La mobilité est une question essentielle sur les territoires ruraux. La voiture dans un couple, elle est double.
Et effectivement, chaque mesure qui est prise sur l'augmentation de la fiscalité des carburants est vécue comme une difficulté budgétaire. Vous avez été surpris, vous, par l'ampleur de la mobilisation ? J'étais maire avant de devenir député et je sentais effectivement au fil des mois un ras-le-bol et l'expression effectivement de difficultés récurrentes de gens qui travaillaient, et c'est là où il y avait des corrections à faire, de gens qui travaillaient qui n'arrivaient plus à vivre du fruit de leur travail. Et effectivement, cette mobilisation n'était sans doute pas prévisible dans l'ampleur qu'elle a prise, mais simplement on entendait quand même ces difficultés récurrentes qui apparaissaient. Moi, je siégeais au sein du CCAS de la commune et je voyais arriver au fil des mois des gens qui n'avaient jamais fait la démarche de venir solliciter le CCAS parce qu'ils ne pouvaient plus payer une facture d'énergie. Et ces gens-là venaient assez honteux parce qu'ils travaillaient et estimaient qu'ils devaient vivre du fruit de leur travail. Donc effectivement, au fil du temps, cette difficulté a pris une ampleur considérable et l'expression qui est ensuite arrivée dans la rue, je crois, reflétait parfaitement les difficultés très importantes qui touchaient un nombre de personnes de plus en plus important. Alors vous êtes dit en phase avec ce mécontentement très tôt. Vous avez même demandé un moratoire sur les taxes. Pourtant, vous êtes de la majorité. Ça ne devait pas être très confortable comme position quand même. Peut-être, mais j'estime que mon rôle, en tout cas de député, d'élu de la nation, c'est aussi d'alerter le gouvernement lorsque les choses ne vont pas bien et de faire le retour des difficultés que rencontrent les gens qui vivent sur le territoire sur lequel je suis élu. Je regrette effectivement que le gouvernement n'ait pas pris au moment où j'ai alerté, comme certains autres députés ont alerté, sur la difficulté liée aux mobilités et à ces hausses de carburant qui impactaient véritablement la vie quotidienne de nos habitants. Alors, selon le ministère de l'Intérieur, près de 300 000 personnes ont pris part à cette journée de mobilisation du 17 novembre. Qui sont ces gilets jaunes ? Écoutez ce qu'en dit le philosophe et sociologue français originaire du Nord-Cotentin, Jean-Pierre Le Goff. Un gilet jaune, c'est quelqu'un qui se révolte à un moment donné, qui occupe les ronds-points et qui tout d'un coup surgit dans l'espace public et dans les médias alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Voilà. Et ça correspond à des couches nouvelles, un peu la province, je ne dirais pas contre Paris, mais c'est vrai que c'est quand même la différence, elle est là, quoi. Donc qui ne correspondent pas à ce qu'on attend aux acteurs sociaux des mouvements sociaux traditionnels. C'est pas la classe ouvrière, si je me resitue dans le passé. Vous voyez, c'est pas le mouvement ouvrier. C'est pas non plus ce qu'on a appelé après mai 68 les nouveaux mouvements sociaux. Mouvement des femmes, les lycéens, les écologistes, etc. C'est des couches moyennes modestes ou même près de la précarité pour certaines d'entre elles, des camionneurs, des assistantes sociales. Donc des acteurs tout à fait nouveaux et qui reposent à leur manière la question sociale. Des personnes issues de la classe moyenne modeste, voire précaire, ou en voie de précarisation et de déclassement, des personnes souvent donc, isolées dans leur quotidien et qui se retrouvaient ensemble dans leur contestation sur les ronds-points, Stéphanie, qui sont devenus les nouveaux lieux de sociabilité, ces ronds-points. Eh bien, effectivement, Aurélie, puisque dès les premiers jours, les occupants des ronds-points ont obtenu des appuis de la part de la population, des particuliers, mais aussi des gérants de supérettes, par exemple, leur ont apporté des repas, des couvertures, des vêtements chauds aussi. Ils ont aussi bénéficié de livraison de palettes pour alimenter les feux en ce mois de novembre. D'autres initiatives aussi plus anecdotiques ont été mises en place. Par exemple, ce coiffeur près de Flers qui est allé couper les cheveux sur le rond-point directement et chacun donnait en fonction de ses moyens. Mais les Gilets jaunes ont aussi été solidaires vis-à-vis des plus démunis. À Rouen, par exemple, ils ont amené leurs vivres dont ils n'avaient pas besoin et les couvertures au SAMU social. Ils ont aussi participé à la maraude. Et à Caen, des goûters solidaires ont été organisés par les femmes de Gilets jaunes pendant le mois de décembre. Bref, tous ces élans de solidarité vont dans le sens d'une convivialité. On vient d'entendre le sociologue Jean-Pierre Le Goff qui estime que les ronds-points ont pris le rôle des anciens bistrots de village, des bistrots populaires où l'on pouvait exprimer le fond de sa pensée parce qu'on était dans un entre-soi. En somme, les ronds-points sont pour lui une reconstruction de lieux de convivialité, de lieux de rencontre qui ont fermé petit à petit dans des villages qui sont devenus des villages dortoirs. Stéphanie, Chloé, vous êtes d'accord? C'est ça qui manquait, un lieu où la parole est libre? Je pense qu'il y a quelque chose qui est important, il faut sortir de l'isolement et de la honte surtout. Parce que peut-être qu'au bistrot, les gens, je ne pense pas qu'ils se confiaient autant sur les ronds-points. D'un coup, on a osé dire je ne suis pas toute seule, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je ne suis pas seule, oui, je suis en galère. D'habitude, on gardait notre petite misère pour soi. Se dire j'ai honte parce que j'ai dû demander une aide à la CAF, ou parce que je n'ai pas pu offrir le cadeau de Noël que je voulais à mon enfant, ou parce que je suis en galère. Ou tout simplement parce que tu as du mal à finir les fins de mois. Oui, voilà. Et rien que d'en discuter autour de toi et de pouvoir échanger et de dire toi aussi, je suis pas seule. Je suis pas seule et ça fait un bien fou en fait de le partager. Alors une solidarité entre Gilets jaunes, une solidarité entre une partie de la population et les Gilets jaunes. Reste
que le mouvement tombait pour les commerçants au plus mauvais moment, puisque les fêtes de fin d'année approchaient. Les blocages et les manifestations du samedi ont découragé les clients. Conséquence, un manque à gagner, parfois très important pour de nombreuses enseignes. Et c'était l'heure des comptes au mois de janvier. Clairement, le chaland n'a plus l'esprit shopping, surtout le week-end. Après des fêtes de fin d'année perturbées, les tiroirs caisses ont du mal à se renflouer alors que les factures pleuvent. C'est le mois où les charges tombent, où il faut payer ses fournisseurs. Les conséquences concrètes, ce sont clairement des boutiques qui ferment, des boutiques qui sont dans des situations très compliquées. Un sombre tableau qui, pour certains, s'achève au tribunal de commerce. Les premiers dépôts de bilan y sont enregistrés. Michel Collin, vous êtes président de la CCIC en Normandie. Merci d'être avec nous. Pour certaines entreprises, ça s'est terminé plutôt mal au tribunal de commerce. Est-ce qu'on connaît le nombre de dépôts de bilan ou de demandes d'activité partielle en Normandie ? Alors le nombre de dépôts de bilan exact, il est difficile à définir, d'autant plus qu'à l'époque, vous avez des entreprises qui connaissent des difficultés avec 20 ou 30% de chiffre d'affaires en moins dans des périodes cruciales en centre-ville, et que derrière s'accumulent des soucis de trésorerie, et que finalement les entreprises risquent de payer la note dans un dépôt de bilan avec plusieurs mois, voire une année ou 2 ans plus tard. En tout cas, l'impact des Gilets jaunes a quand même été assez fort. Sur le plan national, moins 0,1 point de PIB au 4e trimestre 2018. Et puis pour les commerces de centre-ville, une baisse de 20 à 30% du chiffre d'affaires en moyenne le samedi pendant 5 mois. Oui, on peut rajouter des chiffres, 850 millions de pertes de chiffre d'affaires dans l'hôtellerie, restauration, café, voilà, des indemnités d'assurance versées de façon... Il y a quand même des entreprises qui ont été fortement fragilisées. On pense à Jeannette, par exemple, qui était située près du rond-point Lazaro. De ce que je vous disais à l'instant, Jeannette, une entreprise donc, qui lutte pour sa survie avec ses salariés, qui obtient un redressement, qui finalement fonctionne avec enthousiasme et qui, tout compte fait, voit son chiffre d'affaires divisé par 2 au moment des fêtes, voit le rond-point de Lazaro bloqué alors que sa boutique se trouve sur ce rond-point. Une entreprise qui donc connaît des difficultés de trésorerie, une entreprise qui finalement est en redressement judiciaire, une entreprise dont le patron historique, le redresseur, finalement jette l'éponge. Mmh. Ça, c'est quelque chose que nous, on a évidemment à la Chambre de commerce beaucoup de mal à supporter, même s'il ne faut pas opposer finalement les entreprises et le mouvement sociétal qu'on comprend parfaitement. On a même des entreprises qui finalement nous ont indiqué leur baisse de chiffre d'affaires et qui, dans le même temps, nous ont dit finalement on comprend la motivation. Oui, il y a eu plusieurs entreprises solidaires. Il y a même eu 13 patrons de grandes entreprises qui ont signé une tribune dans Le Monde pour exprimer leur solidarité. Oui. Ça, c'était en décembre. Oui, parce que le patron n'est pas l'ennemi du salarié, bien au contraire. Ce qu'on souhaiterait, c'est évidemment avoir globalement des baisses de charges de manière à mieux rémunérer le travail. Et ce serait évidemment une soupape, je pense, pour tout le monde. Est-ce que vous avez pu accompagner localement les entreprises en difficulté à ce moment-là ? Oui, alors donc le gouvernement a permis quelques aménagements pour les entreprises, report de charges avec les services d'impôt, des emprunts à taux zéro, etc. Mais finalement, ça participe quand même à maintenir l'endettement de l'entreprise, donc c'est quelquefois reculer pour mieux sauter. Mmh. Nous avons effectivement accompagné les entreprises pour leur permettre d'accéder aux aides qui parfois sont un peu compliquées à comprendre. Voilà, mais vous avez des régions où les collectivités ont également contribué financièrement à aider des entreprises. En tout cas, tous les secteurs géographiques, ça on peut retenir cette idée-là, n'ont pas été affectés de la même façon. Parce que Caen a été très affecté, ce n'est pas le cas de tous les centres, les bourgs, les centres-villes des bourgs, comme Falaise par exemple, voilà. qui a tiré son épingle du jeu. Puisque dans notre région, en Normandie, les plus affectés, c'est évidemment les centres-villes de Rouen et de Caen. Parallèlement à ça, vous avez effectivement un jeu
un peu de vase communicant qui fait que dans les villes périphériques, il y a des commerçants qui ne se plaignent pas. Dans la mesure où leurs clients ne pouvaient pas accéder à Caen, ils ont consommé sur place. Et donc, par exemple, pour nous, Villers-Bocage, Falaise sont des exemples, effectivement, où le commerce de fin 2018 s'est bien porté. Alors très vite, le gouvernement se retrouve face à un mouvement de fond. Il ne s'agit plus seulement de taxes carbone ou de limitation de vitesse, mais bien d'un ras-le-bol social et fiscal, et plus largement du ras-le-bol du mépris d'une France vis-à-vis d'une autre, la France oubliée de la mondialisation. Résultat, les revendications se multiplient. Les Gilets jaunes exigent la démission du gouvernement, la dissolution de l'Assemblée nationale et un référendum d'initiative citoyenne. Et c'est pour tenter de désamorcer la crise que le gouvernement lance au mois de décembre un grand débat national. Cette consultation propose de faire remonter les doléances de tous les Français autour de 4 grands thèmes: transition écologique, fiscalité, services publics et débat démocratique. Et le 15 janvier 2019, c'est de la France rurale que sera lancé officiellement ce grand débat, puisque c'est le Grand Bourgtroul dans l'Eure qui a été choisi ville départ du grand débat national. Un débat pendant lequel Emmanuel Macron va échanger pendant 7 heures avec 600 maires venus de toute la Normandie. Anne-Marie Cousin, vous y étiez en tant que maire de Torigny-les-Villes. Comme beaucoup d'autres maires, vous aviez ouvert un cahier de doléances en mairie, des doléances qui reflétaient, là encore, la souffrance du monde rural. La fracture numérique, la désertification médicale sont aussi des sujets récurrents dans les territoires ruraux. Certains maires, enfin, n'ont pas hésité à proposer des solutions au chef de l'État. Des nouveaux patients. Je sais que ça va être compliqué parce qu'on est dans les métiers libéraux, mais la deuxième proposition que j'ai trouvée dans plusieurs revendications, c'était en arriver à obliger un jeune médecin qui sort d'études d'exercer dans un territoire déficitaire les 3 premières années. Les 3 premières années. Le grand débat ne fait que commencer. Voilà, une proposition qui n'a pas été retenue à ce jour, mais qui sait peut-être à l'avenir. J'aimerais revenir sur la méthode. Anne-Marie Cousin, qu'avez-vous pensé de cette méthode du grand débat avec des maires et non pas directement avec des citoyens ni les Gilets jaunes ? Mais je pense que les maires se sont manifestés relativement rapidement parce qu'ils ont vu les dégâts que causait ce mouvement par-delà les authentiques difficultés ressenties par les Gilets jaunes, si vous voulez, mais les dégâts économiques et les perturbations dans leur territoire. Et ils ont voulu se saisir à la fois de ce débat et de ce mouvement pour aider. Alors d'abord, ils sont allés à la rencontre des Gilets jaunes parce que ce sont des citoyens aussi, les maires, bien entendu. Et donc, sur les ronds-points, ils discutaient. Enfin, dans nos territoires, on discutait. Et puis, l'ouverture de ces cahiers ont été une découverte pour moi parce que j'ai en fait découvert des revendications qui partaient un peu dans tous les sens, je suis désolée de le dire, et certaines qui étaient complètement inverses. C'est-à-dire qu'on demandait une chose et son contraire. Donc, ça nous a un peu perturbés. Et à partir de là, certains, dont je fais partie, ont organisé un débat public dans leur commune. Et là, la plus grande surprise pour nous, c'est qu'on n'a pas vu de gilets jaunes. Bertrand Sort, ces cahiers de doléances, c'était une forme pertinente de démocratie directe ? Je crois que tout ce qui a pu être mis en place, que ce soit effectivement les cahiers de doléances ouverts dans les mairies, les grands débats organisés dans les communes, les rencontres entre le président de la République et les maires, tout contribuait à échanger. Parce que ce qu'on entend aussi à travers le documentaire, c'est ce besoin de s'exprimer. C'est aussi des gens qui ont l'impression d'être totalement isolés et de ne plus pouvoir faire remonter leurs besoins et leurs envies. Donc je pense que cet épisode du grand débat, au-delà de la façon dont les Gilets jaunes s'y sont intégrés, je pense que la France avait besoin à ce moment de son histoire d'avoir ces moments d'échange et ces moments où on remettait peut-être tout sur la table et où chacun avait la possibilité de s'exprimer. Une démocratie, elle ne vit que si on s'exprime. Vous avez aussi animé des grands débats dans le Sud-Manche et à Deauville. Qui venait à ces réunions ? Est-ce que c'était vraiment les Gilets jaunes ? Non, très peu de Gilets jaunes, comme l'a dit Anne-Marie Cousin tout à l'heure. Mais il y a eu aussi des Gilets jaunes. Il y a eu aussi dans la campagne des élections européennes ensuite. Et j'ai croisé des gens, comme on l'entend dans le documentaire, des gens qui nous ont dit « je me suis remis » à comprendre à quoi servait un maire, à quoi servait un député, à savoir ce qui était écrit dans notre Constitution française et avoir envie d'être acteur finalement des décisions qui étaient prises. Et je crois que ça, c'est une vraie plus-value de ce mouvement des Gilets jaunes. Une question sur le rôle du responsable politique de terrain. Est-ce qu'il fallait aller jusqu'à endosser le gilet jaune comme l'a fait la députée de la majorité également, Sonia Crimi ?
chacun est libre de ses choix en la matière. C'est-à-dire qu'un élu de la nation, un élu local peut faire ce choix-là parce que ça concerne sa vie personnelle. Mais je crois que là n'était pas vraiment le débat. Que l'on mette le gilet jaune ou pas, je crois que la légitimité d'un certain nombre de revendications, personne ne l'a remise en cause. Notamment ce qui concerne le pouvoir d'achat ou ce que vous écrivez, ce que vous disiez tout à l'heure sur ce n'est pas normal que quand on travaille, on ne puisse pas vivre décemment du fruit de son travail. Et ça, je crois qu'il n'y a pas un élu, il n'y a pas une personne engagée politiquement qui réfute cette chose-là. Chloé Tessier, rapidement sur la méthode. Pour nous, pour moi en tout cas, c'est le grand blabla, clairement. J'y suis allée, je me suis déplacée. Je ne vais pas critiquer sans voir, donc je me suis dit, je vais me donner les moyens, je vais y aller. Donc j'y suis allée, c'est animé par monsieur Bertrand Bouix, député à Grand-Camp. Il y avait la majorité, c'était des personnes âgées, voire très âgées, donc pas de gens de ma génération du tout. Quand j'ai voulu poser des questions qui m'intéressaient, monsieur Bouix m'a arrêté en me disant, on n'est pas là pour parler de ça. Donc on parle que de ce que le gouvernement a décidé, donc c'est un peu gênant quand même, c'est être un échange, et c'était dans des petites cases où il fallait rentrer dedans. Non, je me sentais pas représentée, pas écoutée du tout. Moi, ça me pose problème, et pour l'entrée des maires, à Bourterould, j'y étais parce que j'étais invitée par la presse. La ville est en état de siège, il faut quand même le dire. La ville, il n'y avait pas un habitant. Les habitants ne pouvaient même pas sortir. C'est-à-dire que le président se déplace dans une ville en France, les habitants ne peuvent même pas venir le voir. Quand est-ce que c'est arrivé, là, de ces dernières années, qu'un président est assez détesté pour que même les gens ne puissent pas venir à sa rencontre? Alors, l'apprentissage de l'arène politique pour les Gilets jaunes ne s'est pas fait effectivement sans mal, puisque le grand débat s'est déroulé dans un contexte très tendu. On se souvient des flambées de violence, avec le retour des barricades, des émeutes, des dispositifs policiers impressionnants, vous le disiez, et puis aussi l'infiltration des Gilets jaunes par des groupes de l'ultra-gauche et d'extrême droite. Stéphanie Leprince, c'est à ce moment-là, que vous êtes désolidarisée du mouvement. Oui, à un moment donné, en fait, au fur et à mesure des semaines, moi, je me retrouvais plus dans ce contexte un petit peu de violence, de manifestation, et je me suis dit, va falloir faire autre chose, quoi. Donc on a réfléchi, on s'est retrouvés. Moi, je me suis un petit peu mis en retrait par rapport au groupe qu'on avait à ce moment-là sur la région, sur le territoire. Juste sur la violence, vous, Chloé Tessier, vous ne la condamnez pas, la violence? Alors, c'est différent. Moi, ce que je condamne, c'est la violence en général, mais on voit des voitures brûlées. Bien sûr que c'est dramatique pour les gens qui la voiture est brûlée, quelques vitrines cassées. Mais moi, ce que je vois, c'est la violence au quotidien, la violence d'État que nous subissons. Il y a eu aussi des violences policières, des yeux éborgnés, des mains arrachées. Ce sont des blessures de guerre. C'est tout bonnement scandaleux et intolérable. Mais sur les dégradations, on se souvient très bien de ce week-end début décembre devant l'Arc de Triomphe, dans une ambiance de barricade. Est-ce que ça n'a pas coupé l'opinion publique du mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que ça n'était pas contre-productif? Alors si, mais je pense que le gouvernement en a joué aussi. Ils n'arrêtent pas les Black Blocs. Pourquoi? Alors s'il y a vraiment des grands méchants Black Blocs, pourquoi ils ne les arrêtent pas? Ils n'arrêtent que des Gilets jaunes, bizarrement. Donc peut-être que ça leur sert un petit peu aussi d'avoir des grands méchants violents qui font très très peur aux gens. On va écouter le sociologue Jean-Pierre Le Goff. Lui fait le parallèle entre les Gilets jaunes et le mouvement révolutionnaire des sans-culottes. Eux aussi affirmaient représenter le peuple authentique, se méfiant de tout pouvoir représentatif. Les sans-culottes, ce sont des sections parisiennes qui, avec une démocratie directe à la base des sections, avec une méfiance vis-à-vis de tout ce qui est représentatif, comme ceux qui trahissent, vous voyez. Donc il y a des points communs et une radicalité extrême, une montée même dans la radicalité. Quand vous n'êtes pas d'accord avec les députés, les représentants du peuple, vous vous déplacez avec les canons. Bon, là il n'y a plus de canons, si vous voulez. Bon. Et en plus, moi j'ai appelé ça un peu, il y a un aspect sans culotte postmoderne, via les réseaux sociaux, le lynchage par exemple, vous voyez. Le lynchage, on se fixe sur quelqu'un, alors c'est pas la tête au bout de la pique, hein, mais c'est les médias et les réseaux sociaux et plus les bombages dans les permanences, hein, c'est quand même ça. Donc il y a un aspect sans culotte postmoderne.
Voilà, lynchage, le mot est fort. Hein. Bertrand Sor, les élus cibles des Gilets jaunes, ça a été le cas pour vous? Oui, c'est des réalités qu'on a vécues à cette période-là et qu'on vit encore actuellement. Les réseaux sociaux, comme l'évoque ce sociologue, effectivement, on a le droit à certaines périodes de façon très anonyme. Hein. Il n'y a même pas, je dirais, le courage de venir rencontrer le député pour dire, monsieur le député, madame la députée, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que vous êtes senti le salaud, le bouc émissaire? Oui, forcément. Et puis ces termes-là, comme vous l'avez dit, ont été clairement exprimés sur les réseaux sociaux. Ma porte de permanence a toujours été ouverte et je reçois qui que ce soit, quelles que soient ses convictions politiques. Moi, je suis prêt au dialogue et j'estime que c'est notre rôle de dialoguer. Revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, moi, je ne cautionne pas la violence. La violence n'est jamais la réponse à la difficulté. Ce qui s'est passé dans les grandes villes à détruire volontairement du mobilier urbain, des vitrines, brûler des voitures, ce n'est absolument pas comme ça qu'on construit des réponses. Si vous ne cautionnez pas la violence, alors est-ce que vous cautionnez la violence d'État? La violence d'État est venue en réponse à la violence initiale. Alors pourquoi les proportionner, arracher des mains, crever des yeux, c'est proportionné? Mais j'estime qu'effectivement, ces choses-là ne sont pas non plus entendables. Mais simplement, on pointe actuellement la police, on dit que la police est responsable ou que le gouvernement est responsable effectivement de ces actes qui ne sont pas effectivement tolérables. Rien ne peut justifier qu'une main soit arrachée dans une manifestation. Mais pour autant, quelle est l'origine de ces actes-là? Qu'a fait la police? Elle est simplement intervenue sur des actes totalement inadmissibles et intolérables de dégradation de vitrines, de voitures, de mobilier urbain. Est-ce que ça, c'est acceptable? Moi, je vous invite à venir avec moi, monsieur. Je vous invite à venir avec moi en manifestation pour voir la violence que nous subissons, les insultes que nous subissons de policiers. Moi, je me suis fait arrêter alors que j'étais à genoux, les mains en l'air. Je me suis fait piétiner par des policiers. Je me suis fait arrêter. J'ai fait 17 heures de garde à vue. La réponse des policières quand je suis arrivée en garde à vue, vous avez les cheveux longs, madame, c'est pour exciter les hommes. Je me fais insulter par des représentants d'État. Je suis désolée, ce n'est pas tolérable. Mais je ne crois pas qu'on puisse généraliser non plus ces pratiques. Aujourd'hui, on est capable d'un côté de remercier la police lorsqu'elle intervient sur des situations particulièrement difficiles, et on est capable le lendemain d'aller manifester, d'insulter la police, de lancer des pavés sur la police. Ben, j'estime que ça, ce n'est pas acceptable non plus, quelle que soit la cause. Quelles que soient les circonstances. Alors le mouvement a en tout cas présenté une forme nouvelle de contestation, informe, insaisissable, reflet d'une France morcelée qui s'en prend au symbole de la démocratie. On va écouter à nouveau Jean-Pierre Le Goff sur le fonctionnement de ce mouvement. Je dirais de désaffiliation dans la mesure où vous n'avez pas de référence à un tiers, c'est-à-dire à un collectif dans lequel vous vous sentez partie prenante. Vous n'avez pas de responsable ni de leader. Vous êtes avant tout individu révolté à côté d'autres individus révoltés. Vous pouvez vous regrouper, sortir du groupe, prendre un autre groupe dans les manifestations. Bon, c'est typique, quand vous êtes dans cette logique-là, l'adversaire prend la forme du salaud, si vous voulez. C'est pas le capitalisme, c'est pas la bourgeoisie comme classe, c'est les élus en général et plus particulièrement tel ou tel. Vous voyez, c'est toujours, on est dans un contexte, je dirais, plus global, de victimisation et de lynchage. Voilà, une agrégation d'individus, mais sans collectif. Chloé Tessier, vous le regrettez que ce soit qu'une agrégation d'individus C'est ce qui fait aussi la force du mouvement, malgré tout. Après, je trouve ça un peu dur, les propos qu'il tient, les propos que vous avez tenus juste avant. Je pense qu'il faut faire aussi la part des choses entre une manifestation de colère qui est soit d'un coup jeter une vitrine, ce qui est complètement stupide et qui ne fait rien avancer. Je suis tout à fait d'accord. Et aussi une riposte. La violence a commencé en manifestation à partir du moment où les policiers nous ont interdit les ronds-points. Il faut aussi voir la cause à effet. Les gens ne sont pas dit directement. Les premières manifestations étaient très bon enfant. Il ne faut pas l'oublier. À Caen, j'en ai même déclaré une à Caen, j'étais très bon enfant. Tout se passait très bien. Et puis un jour, on a commencé à nous dégager des ronds-points en nous gazant, en nous tapant. Là, les gens ont commencé à se dire, mais attendez, on ne comprend pas, ça se passait bien. Et pourquoi maintenant? Il y a eu une perte de confiance aussi. Moi, je suis allée sonner à la porte de la préfecture, leur demander des comptes, clairement des comptes, parce qu'on avait menacé des amis à moi, parce que des amis à moi se sont fait frapper. Et il n'y a pas eu de réponse. On m'a écouté de loin en me disant, oui, on va faire remonter l'information. Et l'information n'est jamais remontée. Mais sans structure, sans leader, est-ce qu'on peut maîtriser ce mouvement sans service d'ordre pendant les manifestations? Sans service d'ordre. Déjà, si les policiers n'attisaient pas... franchement, il faut le vivre. Les manifestations, il faut le vivre. Moi, mon conjoint, là-bas, n'était absolument pas manifestant. Il est venu avec moi en manifestation. Il s'est pris des coups de bouclier en essayant de me protéger. Et tout de suite, il a changé de vision. On ne faisait rien, on était pacifique. Moi, un policier, je filmais la scène. Un policier m'a frappé dans la main pour faire tomber mon téléphone. Et je me suis pris un énorme coup de bouclier qui m'a fait tomber dans un buisson.
Comment voulez-vous qu'on ne passe pas à la violence? Je n'ai jamais été violente, je n'ai jamais prôné la violence et pourtant je reçois de la violence. Alors on va pas faire le débat sur la violence policière, mais en tout cas ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une vraie suspicion vis-à-vis de toute médiation dans ce mouvement des Gilets jaunes, une suspicion qui s'est clairement exprimée le 28 novembre 2018 lorsque la préfecture avait accepté de recevoir une délégation de Gilets jaunes dont vous faisiez partie. À Caen, une délégation de représentants des Gilets jaunes sort de la préfecture. Ils ont été reçus pendant plus d'1 heure et demie par les services de l'État. Ce qui ressort, c'est qu'il y a une volonté d'entendre le mouvement, mais il faut que le mouvement se structure parce qu'ils ne peuvent pas parler à 1000, 2000, 3000, 4000 personnes en même temps. Une réunion constructive selon ces Gilets jaunes qui s'engagent notamment à ne plus bloquer les routes afin de structurer leur mouvement. Mais en début d'après-midi, sur les réseaux sociaux, des dizaines de commentaires condamnent ces négociations avec la préfecture. Des commentaires très critiques, notamment à l'égard des porte-paroles du mouvement, comme Chloé Tessier, cette jeune professeure d'équitation de 28 ans. Voilà, Chloé Tessier, comment vous avez vécu ces divisions, voire ces règlements de compte au sein du mouvement? Maintenant, j'ai pris du recul par rapport à ça. Forcément, la chose, ça touche parce que voilà, on se fait attaquer. Parfois gratuitement. Après, je ne regrette rien, je ne regrette pas cet investissement et je trouve qu'un an après, malgré tout, on a évolué, les mentalités ont évolué, les gens sont venus à changer de vie pour certains, comme toi tu as pu le faire. Voilà, il y a eu beaucoup de gens ont remis en question leur volonté, la politique, leur choix de vie et du coup, il y a des choses très belles qui en sont sorties. Après, pour ce qui est de la structuration, en effet, il y a une telle défiance en fait par rapport aux structurations que l'on connaît actuellement, c'est-à-dire soit politique, soit syndicale. Il y a eu un sentiment de trahison. Donc les gens, en fait, c'est pas les Gilets jaunes en général, je pense, c'est pas qu'ils refusent complètement de se structurer, et juste on ne sait pas comment faire parce qu'on a perdu confiance dans les cadres qu'on connaît. Et on ne trouve pas un moyen de sortir vraiment de ce cadre-là. Alors, une défiance, Stéphanie, c'est une sorte d'ADN de ce mouvement qui a montré ses limites au moment des élections européennes. Effectivement, Aurélie. Alors, je vous rappelle juste un chiffre. 12%. 12%, ce sont les intentions de vote qu'aurait pu obtenir une liste Gilets jaunes, et cela 6 mois avant le scrutin. Alors, l'une des figures normandes du mouvement s'est lancée en politique, Ingrid Levavasseur. Je vous rappelle qu'elle est mère de famille avec 2 enfants, seule, et elle vit de métiers précaires. À l'annonce le 24 janvier de la création de sa liste, eh bien, les réactions ne se sont pas faites attendre sur les ronds-points, notamment en Normandie. On entend certains dire qu'entrer dans la politique pour contrer la politique n'est pas la bonne solution. Ou encore Jérôme Rodriguez, qui est l'une des figures de ce mouvement, qui estime que le mouvement est apolitique, apartisan et qu'il doit absolument le rester. Il n'a pas à entrer en politique. Je passe aussi sur les réactions beaucoup plus violentes de certains Gilets jaunes. Alors, d'autres listes Gilets jaunes se sont formées en parallèle. En février, finalement, 4 listes ont été constituées ou sont en cours de constitution, mais seulement 2 d'entre elles iront jusqu'au scrutin. Alors, je vous rappelle les 12% du début dont étaient accréditées les intentions de vote. Le résultat au scrutin atteint moins de 1% pour les 2 listes encore en cours, ce qui était celle de Francis Lalanne et Évolution citoyenne. Alors, on peut dire qu'elles n'auront pas vraiment convaincu les votants. Merci Stéphanie. Stéphanie Leprince, vous aussi, vous avez été la cible d'attaques personnelles, d'intimidation. Comment on gère cette pression-là quand on n'est pas habitué? Ça fait bizarre, en fait. On est un peu marqué, et c'est pour ça que je me suis mis en retrait, en fait. Je me suis vraiment mis en retrait pour moi. Et puis, c'était pas des grosses attaques, mais on sent que c'était comme une petite guerre d'ego quand même. Il y a des gens qui voulaient vraiment se mettre à la lumière et on ne pouvait pas être plusieurs, mais ce n'était pas l'intérêt. On parle au nom d'un collectif, on ne parle pas au nom d'un individu. Donc vous avez décidé d'agir autrement. Voilà. Et autrement, c'était en créant le collectif Soleil Normand. Voilà, quelque chose de lumineux, en fait, de positif. Et puis, donc je me suis mise en retrait. Les gens sont revenus petit à petit vers moi. Juste pour savoir, qu'est-ce qu'il fait ce collectif Soleil Normand? Qu'est-ce qu'il fait? En fait, on s'est donné un nom, juste parce que ça nous représentait. Après, proprement dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait des actions différentes parce qu'on a évolué vers plutôt un concept de vie qui est différent. Voilà. On a réinventé le mouvement, mais vers autre chose qui était lié un peu à notre territoire et à notre situation géographique. Donc, on s'est rapproché de la terre, en fait, de ce que... C'est apprendre à consommer différemment pour retrouver du pouvoir d'achat? Oui, parce que... On s'est dit, on n'attend rien, on ne peut rien attendre de l'État finalement. Moi, le peu d'aide que j'ai pu avoir, la prime d'activité pour moi, c'était
c'est pas ça qu'on demandait en fait. Et on s'est dit quelles sont les solutions pour pouvoir respirer un peu et donc oui, on s'est dit on va peut-être retourner à la terre, apprendre à jardiner et peut-être aussi à cuisiner et à consommer près de chez soi. Donc des actions très concrètes localement. Après 3 mois de grands débats, on en parlait, le chef de l'État annonce le 25 avril des mesures gouvernementales inspirées de cette vaste consultation. Stéphanie Lemaire, 2 ont trouvé un écho très favorable auprès de la population. Oui, en effet. Alors, il s'agit des 2 mesures phares qui sont la baisse des impôts de 5 milliards d'euros à destination plutôt des classes moyennes et de la réindexation des retraites sur l'inflation. Alors, selon une enquête YouGov qui est sortie 5 jours après les annonces, 78% des Français se sont déclarés favorables à ces 2 mesures. D'autres mesures beaucoup moins populaires, celles-là, ont aussi été annoncées, comme par exemple l'augmentation du temps de travail ou encore la suppression de l'ENA. Mais cette suppression n'a pas réellement convaincu les Français puisque 45% des personnes interrogées ont décidé qu'ils n'avaient aucun avis sur la question réellement. Parlons aussi du référendum d'initiative partagée. Alors, ce n'est pas le RIC qui était demandé sur les ronds-points. Les Gilets jaunes voulaient un référendum à la seule initiative des citoyens. Avec le référendum d'initiative partagée du chef de l'État, on en est bien loin puisqu'il faut que le Parlement y soit associé. Emmanuel Macron a surtout abaissé le seuil de signatures nécessaires pour lancer ce référendum. On passe de 4,5 millions à 1 million de signatures. Et je vous rappelle qu'en ce moment même, un référendum est en cours sur la privatisation des aéroports de Paris. Merci. Vos réactions à ces mesures gouvernementales, je vais commencer par Chloé. C'est de la poudre aux yeux, clairement, c'est de la poudre aux yeux. C'est bien, hein, c'est un début, mais ça ne suffit pas. Et c'est surtout, il y a toujours du mépris. C'est-à-dire qu'on n'a pas entendu complètement. On nous a insultés. Il faut voir que on nous a insultés d'homophobes, d'islamophobes. Même le président, quand il a annoncé ces mesures-là, a continué de nous insulter. C'est dramatique. On vous donne d'une main, mais je vous gifle de l'autre. Non, ça ne suffit pas. Anne-Marie Cousin. Oui, moi je suis un peu étonnée par les propos de ma voisine parce que je sens de l'amertume forte. Et c'est très dommageable parce que nous, en tant que maires, nous sommes toujours là pour déminer des situations, mais face à ce type de mouvement, inédit par sa durée, inédit par sa non-structuration. Il n'y avait que 3 voies possibles pour espérer aboutir à quelque chose d'intéressant au niveau de notre démocratie. C'était soit partir vers la politique, mais vous disiez à l'instant, on ne croit plus aux politiques, soit partir vers les syndicats, soit partir vers les associations, ce qui a été votre choix. On ne peut pas continuer un mouvement quand il n'y a pas de structuration, parce que la démocratie, c'est le propre de notre Constitution, c'est-à-dire que pour faire remonter les idées, nous sommes obligés de nous organiser. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, parce que la colère, elle peut aussi s'organiser, mais pourquoi la population peu à peu s'est désolidarisée de ce mouvement? On l'a vu progressivement. C'est pas seulement parce qu'il y avait des casseurs et des black blocs qui ont abîmé certains équipements, surtout dans les villes, ce qui est étonnant puisque le mouvement est né dans les territoires ruraux et finalement ce sont les villes entre guillemets qui ont trinqué. Mais c'est plutôt parce que à pas vouloir jamais de chef ni de structuration, il n'y a pas d'interlocuteur qui peut redonner la parole au mouvement. Et finalement, la démocratie, c'est quand même ça. C'est aussi savoir s'organiser. Je voudrais également le point de vue de Michel Collin pour les entreprises. Est-ce que les entreprises n'ont pas été les grandes oubliées aussi du grand débat ? Oui, on a l'impression que le mouvement des Gilets jaunes s'est un peu trompé de cible parce que, en fait, les commerces et entreprises comprennent le fait sociétal, partagent un certain nombre d'idées développées par les Gilets jaunes et en fait, c'est quand même elles qu'on trinquait et qui n'ont pas été vraiment aidées par le gouvernement. Je voudrais simplement ajouter que dans nos chambres de commerce, notre ADN, c'est la proximité. La proximité pour les petites entreprises, les commerces et les territoires, et que donc on comprend parfaitement ça. Et on aurait aimé que le gouvernement nous reconnaisse cette proximité et ne tente pas de supprimer les corps intermédiaires qui sont un vrai souci en ce moment.
Bertrand Sort. Oui, corriger peut-être le sentiment que vous avez perçu. La poudre aux yeux, c'est 11 milliards d'euros quand même de mesures qui sont à financer aujourd'hui dans le budget de l'État. C'est de la prime d'activité qui touche un nombre de personnes beaucoup plus importante. C'est la prime exceptionnelle, la prime dite Macron, qui sera reconduite là fin 2019. C'est la suppression de la taxe d'habitation. C'est le reste à charge zéro sur des équipements de lunettes, de prothèses auditives, de prothèses dentaires. Tout ça, ça a un coût. Et ce sont réellement des mesures de pouvoir d'achat. Donc, effectivement, ce mouvement, vous avez-vous le sentiment qu'il ne vous a rien apporté? Je peux vous dire qu'en termes très concrets de fiscalité et de pouvoir d'achat supplémentaire, la réalité, elle est là. Mais est-ce que ce ne sont pas des mesures très techniques et finalement mal comprises? Est-ce qu'il y a un effort de pédagogie à faire? Et je pense qu'il y a un certain nombre de personnes dans les Gilets jaunes qui n'avaient pas envie d'entendre de réponse. Et la difficulté de répondre, c'était aussi de formaliser des demandes précises. Nous avons tous rencontré des Gilets jaunes parce qu'on a tous remonté les manches, on est tous allés sur le terrain, les élus, quelles que soient nos fonctions. Et finalement, quand arrivait le moment de dire quelles sont vos priorités dans vos demandes, il y avait une réelle incapacité à exprimer les priorités. Comment voulez-vous apporter des réponses quand il n'y a pas de priorité très clairement affichée? Et il y avait parfois un rejet total, un rejet complet, que j'entends parfois chez vous, de la classe politique et je dirais de cette démocratie à la française qui est la nôtre aujourd'hui. Et là, je pense qu'il y a un danger. Et je termine, je retiens quand même des points très positifs. Vous avez tous cité la notion de solidarité, la notion de fraternité, la notion d'engagement. Et je crois que notre démocratie française, elle est aussi solide parce qu'elle repose sur ces valeurs-là. Et justement, et maintenant, le mouvement des Gilets jaunes, eh bien, il ne fait plus la une des médias, mais un an après son lancement, que reste-t-il de cette vague de colère? Et sans leader identifié, le mouvement a-t-il encore aujourd'hui un avenir? On a posé la question au sociologue Jean-Pierre Le Goff. Il n'en reste pas grand-chose, on le voit, ça a diminué, des radicaux, etc. Mais ça ne veut pas dire on dit toujours le feu est sous la cendre. Mais vous voyez, si vous voulez, ce qui se passe depuis des années, ça ne date pas des Gilets jaunes, c'est qu'il y a des mouvements sociaux qui surgissent comme ça ne prend pas en mouvement d'ensemble. C'est à chaque fois un grand ras-le-bol qui s'exprime. C'est une société, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle « La France morcelée ». Avec des choses qui éclatent comme ça, sans que ça fasse... Alors, il y a toujours les gens qui vont vous dire « Ah, nous sommes ceux qui allons faire la convergence, le rêve de l'extrême gauche ou d'un certain type de gauche basiste, mouvement social, allons-y, etc. » C'est très difficile à prendre. Donc voilà, qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste des cendres à un moment donné qui se réclament des Gilets jaunes. Mais je veux dire, c'est une impasse. Chloé Tessier, les Gilets jaunes, une impasse? Non, mais ça me fait rire parce que c'est des gens qui sont, pour moi, déconnectés, encore une fois, de notre réalité. Alors, c'est peut-être une impasse, mais c'est une réalité. Il y a des millions de gens qui sont dans une impasse actuelle au quotidien. Oui, mais c'est quand même un mouvement qui fonctionne à l'image des réseaux sociaux de manière très libre, où chacun donne son coup de gueule, mais sans structuration. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un mouvement tel que celui-ci? Une vie meilleure en général. Après, pour vous répondre, monsieur le député, c'est compliqué parce qu'en fait, les Gilets jaunes, c'est aussi, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de corps de métier, il n'y a pas de classe sociale, il y a des gens de tout milieu. Du coup, le pouvoir d'achat est différent entre une mère au foyer, un retraité, un étudiant. Ça veut tout et rien dire. Les gens veulent juste vivre dignement, se sentir respectés, écouter, et que la classe politique soit aussi irréprochable. C'est-à-dire que c'est compliqué de faire confiance à des politiques, sachant qu'ils peuvent avoir des casseroles au derrière et rester à des hauts postes avec des scandales d'État derrière. Mais la question, c'est vous, aujourd'hui, un an après, qu'est-ce que vous attendez de ce mouvement? Je pense que ça va repartir. Là, le 16-17, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Il y a aussi le grève. Feu sous la cendre. Je pense qu'il y a vraiment, il va y avoir un embrasement. Le 5 décembre, une grève nationale a été déposée. Alors oui, c'est pas que les Gilets jaunes, mais il y a une réelle colère par rapport à la réforme des retraites, à la réforme du chômage. Il y a beaucoup de choses qui attisent la colère et elle est, encore une fois, légitime. Alors que ce soit ou non une impasse, que la colère rejaillisse prochainement ou non, une question se pose sur le bilan. Peut-on dire qu'il y a un avant et un après Gilets jaunes? Stéphanie Leprince, que retenez-vous de cette expérience? Moi, un superbe parcours, en fait, parce que j'ai rencontré énormément de personnes. Je me suis nourrie de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Et ça fait grandir aussi. J'ai appris énormément de choses, que ça soit en politique ou... voilà, parce que j'ai rencontré des élus aussi. Je me suis renseignée sur beaucoup de choses. Et, donc, ouais, ça vous a changé, personnellement? Oui, ça m'a vraiment changé intérieurement, ça c'est sûr. Et autour de moi aussi, on a évolué, en fait. On a une vision qui est complètement différente aujourd'hui. Et donc, on s'est adapté
Aujourd'hui, est-ce que vous avez pris goût à l'engagement? Est-ce qu'on peut imaginer, pourquoi pas, qu'à l'avenir, vous engagiez dans la politique, dans des élections municipales, comme Ingrid Levavasseur qui va se présenter à Louviers? Peut-être. Est-ce que ça vous l'imaginez? Ou peut-être pas, je ne sais pas encore. Je ne sais pas. L'engagement est très important, mais après, voilà, sous quelles conditions Anne-Marie Cousin, ce mouvement a-t-il changé la façon de faire de la politique, selon vous? Au niveau municipal, pas forcément. Mais ce qu'on ressent surtout, c'est que nous vivons dans une société où l'immédiateté règne. Les réseaux sociaux, c'est ça. C'est sans filtre, c'est sans recul et sans analyse. C'est mon ressenti, je le livre et voilà. Et ça, c'est plutôt dangereux, je crois. Et vous pensez que cette libération de la parole, cette plus grande participation des citoyens, ça va se ressentir aux élections municipales en mars prochain? Je pense qu'on ne pourra plus faire aujourd'hui, comme hier, de la politique dans le sens où la démocratie participative devra s'instaurer plus généralement. Ça, c'est vrai. Mais indépendamment de ça, je pense qu'il ne faut pas non plus céder aux réseaux sociaux. Bertrand Sort, votre avis? En quoi ça a changé la politique, ce mouvement des Gilets jaunes? Ça nous a tous questionnés, c'est-à-dire qu'on s'est questionné sur nos pratiques. Encore une fois, moi j'étais maire précédemment, mais je crois qu'en tant qu'élu national, je m'efforce au quotidien d'être présent sur le territoire quand je ne suis pas à Paris pour entendre les doléances, les besoins, mieux comprendre, mieux cerner et je crois qu'on fait de la politique différemment. Aujourd'hui, il faut associer dans n'importe quelle décision, dans n'importe quel texte de loi, au maximum la population et nos concitoyens. Cette démocratie participative, elle est très clairement exprimée aujourd'hui à travers le mouvement des Gilets jaunes, mais à travers chaque citoyen qu'on rencontre. Donc, il faut effectivement prendre ça en compte. Ça facilite pas forcément le travail. Simplement, c'est l'évolution de notre société française et c'est sans doute un bien parce que ça s'appelle aussi la démocratie. Michel Collin, à moins de 2 mois des fêtes de Noël, redoutez-vous une nouvelle contestation sociale, notamment avec cette journée du 5 décembre qui se profile? La contestation sociale, ça se respecte, mais la casse et la fermeture des entreprises, ça, évidemment, on peut le craindre et le redouter. Vous avez peut-être un message pour les Gilets jaunes? Bien écoutez, ne bloquez pas les centres-villes, ne développez pas les réseaux Internet, ne développez pas Amazon qui ne paye pas ses impôts en France. Exactement. Donc laissons les commerçants travailler. L'entreprise, c'est aussi une aventure qui doit vivre. Et nous, on respecte complètement les Gilets jaunes qui ont révélé un fait sociétal, encore une fois, extrêmement important, le respect de la proximité, le respect de l'individu, essayer de redistribuer un peu mieux les richesses, redonner de la valeur au travail, de la valeur financière au travail. Et donc, sur le fond, on peut très bien se retrouver sans se déchirer. Écoutez, l'avenir le dira. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette soirée d'échange autour des Gilets jaunes, 1 an après le démarrage de ce vaste mouvement de contestation. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle fin de soirée sur France 3.